Voilà, alors pour la dernière table ronde, on va tenter de dégager les pistes possibles afin de voir comment mobiliser encore plus de monde en multipliant les bonnes volontés. On multiplie, on le sait, également le potentiel d'interaction entre les différentes composantes qui luttent contre le fléau. C'est pourquoi on l'a intitulé Action de sensibilisation des patients à la recherche. Et je vais demander à Madame Alexandra Stam de nous rejoindre, qui est vice-présidente de la fédération CHERUP, que vous évoquiez tout à l'heure. Vous êtes en charge, installez-vous, vous êtes en charge de la formation. Guy Berger, pour la Ligue contre le cancer, je ne sais pas s'il est là. Non, apparemment pas. Il n'est pas là. Christophe Le Tourneau de l'Institut Curie, je vous en prie. Venez, mettez-vous en face de... Et puis il nous manque Claire Compagnon également qui doit être en route, mais les aléas peut-être de la circulation, je ne sais pas. Écoutez, on va commencer néanmoins cette table ronde, on ne sait pas. Ça les fera peut-être venir. Claire Compagnon avait fait justement un rapport pour l'an 2 de la démocratie sanitaire sur la représentation des usagers en établissement de santé. Je commence par vous, Christophe Le Tourneau, pour l'Institut Curie. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les patients sont bien représentés dans les instituts de santé aujourd'hui ? C'est une bonne question. Je pense qu'ils sont sous-représentés. Comme le sentiment que j'ai en tant que soignant à l'Institut Curie, comme cancérologue, c'est qu'effectivement l'interaction avec les associations de patients est trop rare. Et c'est pour ça que je suis très contente d'être ici aujourd'hui. C'est que pour moi, ça me permet d'être non pas en contact avec des patients individuellement dans le cadre de leur pathologie, mais d'associations de patients et puis de découvrir finalement un mode de fonctionnement. Et je dois dire que j'apprends beaucoup de choses là avec ces discussions. Alexandra Stam, comment agit CHERUP déjà, parce que vous c'est très particulier, c'est sur les jeunes atteints d'un cancer que vous accompagnez, que vous aidez au quotidien. Oui, exactement. Donc nous n'agissons pas au niveau recherche clinique fondamentale. Nous agissons au niveau accompagnement, donc des jeunes de 15 à 30 ans dans tous les services. Donc nous sommes 17 antennes à travers les principales villes de France, et nous leur rendons visite pour les aider à réaliser un projet personnel s'ils en ont un. Sinon nous leur rendons juste visite. Donc je vais faire une comparaison. Le projet du jeune, c'est la plante, et nous sommes le tuteur, et nous aidons à faire grandir cette plante correctement. Quel type de projet ? Ça peut être n'importe quel projet, il faut que ça vienne d'eux. Donc souvent ça vient de leur centre d'intérêt, ça peut être apprendre à jouer de la guitare, ça peut être faire une exposition photo. Voilà, nous ne sommes pas là en tant que... Ça pourrait être poursuivre des études, créer une entreprise aussi. Exactement. Notre fondateur, il y a plus de 10 ans maintenant, a voulu créer son entreprise quand il a été atteint de son cancer, et il pense que c'est ce qui l'a aidé à lutter contre son cancer et à en guérir. Aujourd'hui, il a une petite fille, donc voilà, ça nous fait très plaisir. Donc nous sommes là pour les faire sortir de la maladie, et pendant le temps de notre visite, hein, c'est un tout petit niveau. Voilà quelle est l'action de CHERUP. Est-ce que les jeunes atteints d'un cancer se sentent aussi impliqués à aller vers la recherche clinique, vers aider les chercheurs ? Ça dépend de la personnalité du malade. On n'en parle pas souvent avec eux. S'ils ont envie d'aborder la question, on en parle, mais souvent ils n'en parlent pas avec nous. Nous, on va plus agir et leur être là en intermédiaire, leur donner les informations s'ils ont envie d'en savoir un peu plus. Christophe Le Tourneau, est-ce que quand les patients arrivent, il y a je dirais, un protocole d'information qui peut leur permettre de savoir qu'il y a ces participations à la recherche clinique ?
Oui, alors déjà sur le site intranet, bien entendu, de l'Institut Curie, mais il y a des petits fascicules qui expliquent ce qu'est la recherche clinique et comment se procurer des informations à ce sujet. Mais c'est également le devoir des médecins et des personnels soignants de l'Institut Curie de proposer toujours aux patients de participer à des essais cliniques ou à des études cliniques en lui exposant les tenants et les aboutissants et puis en le laissant libre ensuite de participer ou non. Et en général, comment réagissent les patients que vous avez à Curie ? Alors écoutez, il y a à peu près 15% des patients qui participent à des études cliniques. Alors, on ne pourrait pas être à 100% parce qu'il n'y a pas forcément des études cliniques pour tous les patients qui viennent. Il n'y a pas pour tout le monde, oui. Donc c'est un chiffre assez important, mais qui pourrait être meilleur. Les études montrent que tout dépend finalement de l'investissement du médecin qui va présenter l'étude. C'est-à-dire qu'un médecin qui est motivé et qui croit en l'étude et il va avoir un taux d'acceptation qui est bien plus élevé qu'un médecin qui propose l'étude parce qu'il pense qu'il doit le faire. Voilà. Ça fait un passage obligé, quoi. Voilà, mais sans motivation. Tout à fait. Professeur Navarro. Non, je suis désolé, je ne la vois pas arriver, mais bien sûr, j'ai essayé de regarder un peu ce que faisait Claire Compagnon. Et je trouve que ça répond à un certain nombre de points. L'idée de développer une politique de formation, de recherche en faveur des usagers. Et la place des usagers, donc on le retrouve dans le rapport qu'elle a donné à Madame Touraine. Le 14 février, oui. Oui, en février, mais on le retrouve aussi dans les actions qu'elle mène à l'assistance publique Hôpitaux de Paris et puis dans d'autres domaines. Ça rejoint également la Fédération hospitalière de France qui a créé une espèce de sous-groupe des patients et donc qui s'y intéressent. Et puis, elle serait peut-être mieux là pour le citer, mais je vais le faire quand même. Oui, aidez-nous là, oui. En attendant, elle a eu aussi des influences. Alors, elle cite M. Friedman, parce que c'est quelque chose qu'elle a bien identifié. Et il y a un travail aussi que je trouvais très intéressant pour nous tous, comme modèle un peu, mais pas obligatoirement un modèle à copier intégralement, qui se fait au Canada. Et en particulier des travaux de M. Pelletier, je ne sais pas si vous le connaissez, et qui aboutissent à l'organisation également officielle, reconnue d'une instance de patients à l'hôpital qui est en rapport direct. Alors, l'introduction des patients, on l'a vu dans les centres de lutte contre le cancer. C'est un petit peu plus décalé, je dirais, à la science publique, malheureusement, sauf dans les centres dont je parlais tout à l'heure, où ça commence, où ça se développe. Je pense que la présence de Madame Compagnon sur place booste un peu au moins ces réclamations, mais ça montre que ça bouge. C'est en train de bouger. Voilà. Donc le tout, c'est d'arriver à une construction qui ne soit pas une modélisation absolue, mais de faire indiscutablement beaucoup mieux que ce que l'on fait. Alors, il se trouve que pour une autre raison, j'ai assisté à un rapport qui est un peu consolant pour nous, Français. C'est une étude qui a été menée par le groupe ARIS, vous connaissez, qui fait des études programmées, à la demande de la Fondation Midi, qui est une fondation aussi dans la lutte contre le cancer, et qui a abouti à interroger l'ensemble de tous les gens qui étaient en formation de cancérologie, donc qui sont plus que des étudiants, qui sont déjà en cancérologie, donc après l'internat, et qui se spécialisent dans la cancérologie. Et j'ai trouvé très intéressantes les réponses, parce qu'il m'a semblé que par rapport à ma génération, celles qui ont juste suivi, il y avait une évolution quand même. C'est-à-dire que la part du regard par rapport au patient, l'empathie par rapport au patient, s'est exprimée. Et s'exprime à des chiffres que j'ai retenus, qui sont de l'ordre de 65 à 70%. Et il semblerait que dans une étude approximativement comparable, il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Donc on voit déjà que pour les gens qui veulent faire de la cancérologie, c'est important, ça, on parlait tout à l'heure de la formation, il y a déjà cette idée.
je ne cacherai pas que le rapport est beaucoup plus marqué, le côté féminin, l'empathie est beaucoup plus marqué que le côté masculin. Mais bon, ça, c'est comme ça. Madame Stam sourit, d'évidence. Alexandra Stam, justement, à Cheer Up, est-ce que vous sensibilisez aussi les gens qui sont, je dirais, les familles des patients, ou est-ce que c'est vraiment très ciblé sur le seul patient ? Alors nous, on cible vraiment sur le patient parce qu'ils ont nos âges. On est tous des étudiants en fait, d'école de... Pas en médecine, non. Voilà, exactement. D'école de commerce Oui. et d'ingénieurs en France. Et donc du coup, on cible vraiment sur le patient. On n'oublie pas la famille parce que l'environnement du patient est essentiel dans la guérison. Et justement, nous, on est là aussi pour apporter un tout petit plus dans cet environnement, quelque chose de complètement différent à ce que peut apporter la famille, à ce qu'apporte la famille, à ce qu'apporte le corps médical. Donc voilà, on essaye de se focaliser sur les centres d'intérêt et que la personne qu'on a en face de nous n'oublie pas qu'avant tout, c'est un jeune, un adolescent, et non pas un malade. Monsieur Le Tourneau, est-ce que justement, aujourd'hui, il y a des moyens, des outils de communication très performants, hein, toutes les nouvelles techno. Est-ce que ça peut aider aussi? On les a un peu évoqués tout à l'heure, mais les Facebook, Twitter et autres, Google peuvent être des vecteurs, soit pour la recherche, soit pour communiquer justement l'espèce. Oui, bien sûr. D'ailleurs, beaucoup de patients utilisent maintenant Internet et viennent avec des informations médicales en consultation, ce que je trouve d'ailleurs très bien, parce que c'est vrai que des patients qui s'intéressent à leur maladie et qui viennent avec des questions précises, ça facilite grandement le traitement ensuite. Donc les patients ont accès à Internet, et quasiment tous. Donc l'INCa fait un gros effort pour que tous les essais cliniques soient répertoriés sur le site de l'INCa. Les sites Internet des différents centres également, que ce soit les hôpitaux de la PHP ou les centres de lutte contre le cancer, on peut y retrouver les recherches qui sont conduites dans ces centres-là. Et je pense que c'est aujourd'hui le moyen d'information le plus important, car voilà, tout le monde est connecté à Internet en permanence. Et c'est vrai que moi je trouve que ça aide beaucoup en fait. C'est-à-dire que les patients connaissent beaucoup plus leur maladie globalement. Monsieur, et puis Madame Lasseron. Oui. Attendez, j'arrive. En ce qui concerne Twitter, il y a une utilisation, en tout cas aux États-Unis, qui marche remarquablement bien. Et je pense qu'on devrait faire la même chose en France. Il y a les tweet chats qui ont lieu toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, qui sont généralement faits pour une maladie spécifique et qui sont gérés par moitié des patients, des patients experts, par d'autres moitiés, soit des gens qui font de la recherche, soit des médecins. Et donc les questions qui sont posées toutes les semaines sont de temps en temps doublées. La même question posée par un patient et celle posée par un expert. Et le résultat, c'est fascinant. Et je n'en ai jamais vu fait en français. On a le droit de s'inspirer de ce que vous faites pour avancer. Oui, non, je pense que vous avez raison. Alors c'est vrai que moi-même je ne suis pas un utilisateur de Twitter, donc je ne suis pas voilà. Mais c'est vrai que ça demande du temps. Parce que c'est vrai qu'avoir des personnes, du personnel finalement médical qui prennent du temps à chatter sur Twitter, ça nécessite là encore un investissement en temps, mais qui à mon avis est... C'est 1 heure. Donc c'est 1 heure par semaine ou toutes les 2 semaines. Et toute la gestion peut être faite par les patients qui ont, eux, beaucoup plus de temps pour s'occuper de ça. Et bien. Je voulais mentionner le cas des jeunes adultes, parce qu'ils ont une problématique tout à fait spécifique, qu'on voit bien dans nos systèmes. Les jeunes adultes, une fois qu'ils ont été traités, et si le traitement a marché, ils veulent souvent oublier qu'ils ont eu le cancer. Et il y a une problématique tout à fait spécifique, puisqu'ils ne veulent pas penser aux effets à long terme des traitements, alors qu'on sait très bien que pour les traitements qui ont été faits il y a 30 ans, il peut y avoir des effets avec un délai de 30 ans qui d'un seul coup deviennent très importants. Et il va falloir réfléchir comment faire pour apprendre à ces jeunes adultes et ces jeunes personnes qui ont eu le cancer de continuer à penser de temps en temps aux traitements qu'ils ont eus et à rester informés sur les possibilités de traitement, d'effets secondaires avec délai. Alexandra Stam, vous le ressentez, cette volonté d'oubli une fois que
Oui, tout à fait. Nous les suivons juste quand ils sont à l'hôpital ou pendant leur protocole. Et c'est vrai que la plupart ne veulent plus entendre parler de notre association après, en rémission ou pendant. Ils viennent pas, par exemple, après dire bon ben voilà, je suis en rémission, mais je vais continuer à vous aider, je vais participer, etc. Non, si, certains, si, quand même, oui, certains témoignent auprès de nos nouveaux bénévoles lors de la formation, et ça nous apporte énormément puisqu'ils ont un témoignage essentiel pour la formation, puisqu'ils ont vécu ce que nous on essaye ce qu'on va voir en tant que visiteurs. Et oui, heureusement, et il y en a certains qui nous aident, mais c'est vrai que certains non, préfèrent, ce qui se comprend aussi tout à fait. Petite question au passage, est-ce que vous avez des bénévoles à Cheer Up qui n'ont jamais eu un cancer ou qui n'ont pas été impliqués mais qui trouvent que c'est un fléau pour lequel il faut se battre, même si on n'est pas concerné au premier chef? Oui, la plupart de nos bénévoles, personnellement, je n'ai jamais eu de cancer et personne dans ma famille n'en a eu, mais je trouve que c'est une très belle association et c'est pour ça que je me suis engagée. Mais on a certaines personnes qui étaient malades, qui ont été suivies par Cheer Up et qui aujourd'hui sont engagées en tant que bénévoles parce que Cheer Up les a aidés pendant leur protocole. Donc on a un peu de tout, dirons-nous. Mais y compris des gens qui sont là vraiment du bénévolat pur, on va dire. Exactement. Madame Lasseron, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste citer deux expériences et deux démarches que l'on apprécie et qui nous semblent intéressantes. Bon, elles concernent le cancer du sein. C'est que nous sommes conviés régulièrement à intervenir devant les participants du DU de pathologie mammaire Huguenin-Curie, et que nous le faisons en binôme, à la fois pour présenter par une patiente le vécu du cancer du sein à toutes les étapes, et d'autre part pour montrer aussi le rôle de notre association. Donc je crois que ce sont une démarche qui peut se répéter. Et la deuxième, c'est la web radio de Curie pour Octobre Rose, qui a un retentissement sur YouTube avec un nombre d'auditeurs qui est phénoménal, qui doit atteindre, je sais pas, 100 000 auditeurs. Donc il y a peut-être aussi à garder ces idées pour communiquer largement, auprès des citoyens et des patients, sur des concepts de recherche et de vécu aussi patient ou rôle des associations. Voilà, je tenais à citer ces deux démarches. Oui, professeur Navarro, Octobre Rose, un vrai carton, hein. Tout le monde en parle. Non, mais c'est évident. On n'a pas cité dans les exemples fameux toutes les associations concernant les myopathies. Quand on voit le Téléthon, c'est absolument qui commence là, remarquable, qui commence là. Donc là aussi, on a un exemple. Moi, j'ai connu le départ parce que j'ai apporté l'élément de la nutrition, qui était mon domaine, mais on voit comment ça s'est développé. Alors, au point de dire c'est devenu une puissance, attention, etc. Bon. J'aimerais qu'on dise ça aussi pour le cancer. Bon, même si après, on arrive à quelque chose qui soit tellement important ou difficile à gérer. Peu importe. Ce succès-là a une signification. Et pourtant, ce n'est pas une pathologie tellement fréquente. Sur le cancer, c'est presque le contraire. On pourrait dire que c'est vraiment la pathologie avec les maladies vasculaires, le diabète, les maladies vasculaires d'un côté et les dégénérescences neurologiques. Le cancer, c'est quelque chose qui est dans l'imagination totale ou dans la crainte de la population dans son ensemble. Alors c'est là qu'on a envie d'être plus efficace. Et dans cette efficacité, je crois réellement, je le dis depuis le début, mais on va peut-être le dire tout à l'heure pour conclure, que c'est un véritable appel que nous faisons, nous, Cancéropole. C'est-à-dire comment aider à ce que ce rôle du patient soit pris en considération. C'est extrêmement important. Après, on avancera ensemble. C'est évident. Alors justement, question aux scientifiques et à la bénévole. Qu'est-ce que peut faire le Cancéropole, par exemple, pour vous aider à sensibiliser encore plus le grand public à ce problème et à s'impliquer plus? Monsieur Le Tourneau. Moi, je dirais, déjà commencer par une journée comme celle-là, c'est très important. Pour moi, c'est vraiment une grande découverte, hein, je vous l'avoue humblement. Et je pense que ce serait utile que mes collègues aient aussi accès à des journées comme celle-ci pour pouvoir voir comment on peut avancer ensemble avec les associations de patients. Alexandra Stam, comment, par exemple, le Cancéropole peut aider Cheer Up à plus se faire connaître, justement, pour que des jeunes viennent plus vers vous?
Je pense que c'est nous qui allons voir les jeunes, donc du coup, il n'y a pas de demande de la part des jeunes. S'ils ont envie de nous voir, ils viennent. Mais en effet, certains jeunes se sentent très seuls dans leur chambre. Ils ont l'impression d'être les seuls à vivre cette expérience et cette maladie. Et du coup, communiquer peut-être un peu plus auprès... Là, la prise en charge des adolescents jeunes adultes est en train de changer et d'évoluer avec les équipes adolescents jeunes adultes, les équipes AJA qui se développent dans de nombreux hôpitaux et qui sont un gros atout et une grosse aide pour ces jeunes justement. Et peut-être développer, avoir un partenariat avec ces équipes AJA. C'est vrai que l'INCa a fait à cet égard un gros travail. J'ai eu la chance de participer au jury qui jugeait justement l'appel d'offres AJA. C'était intéressant parce que, presque par contrainte politique, on va dire, il y a des gens qui n'avaient pas tellement envisagé d'isoler, de mettre en évidence l'action qu'on pouvait mener sur les adolescents et qui l'ont fait à cet égard parce que, comme toujours, si il y a quelque chose à gagner, ça n'a rien de redoutable, mais c'est quand même une réalité, c'est un des motifs importants qui nous mènent, et puis la reconnaissance, l'officialisation de quelque chose. Ce qui était intéressant, c'est que, je me rappelle encore, dans ce jury, nous avons rejeté de façon pas définitive 4 ou 5 projets qui réunissaient des hôpitaux importants. Alors là, c'était sur l'échelon de toute la France et pas de l'Île-de-France. Eh bien, ce qui est apparu, ça montre aussi l'évolution, c'est que le nouveau projet présenté était d'une grande qualité. Donc ça veut dire aussi qu'il faut les pousser, les gens, à ce qu'ils fassent quelque chose. Et là, ce sera tout à l'heure, à un moment donné, on va peut-être conclure plus tôt que prévu, mais peu importe. Ce que nous attendons aujourd'hui, je parle là maintenant comme représentant du cancéropôle, c'est justement la question, c'est pas le cancéropôle qui est derrière, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider tous, pour vous aider, vous chercheurs, on le sait un peu. Vous voyez, je mélange les genres, c'est formidable. Oui. Vous, association, comment on peut aller, comment on peut faire, et comment vous pouvez communiquer, voilà. Donc je crois qu'il y a des étapes qui sont importantes, dans lesquelles, alors là, à l'échelon de l'Île-de-France, on ne peut pas parler pour l'ensemble de la France, mais vous savez, je vous c'est déjà une grande part, oui. Ça représente 46% de la recherche, là, le cancer dans l'Île-de-France. On est encore très centralisé. On peut essayer de vous aider, mais comment va-t-on faire en pratique ? Est-ce qu'il y a des problèmes financiers, Monsieur Le Tourneau, pour communiquer ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait plus de moyens, à votre avis, pour communiquer parce que c'est vrai qu'il y a des opérations comme Octobre Rose, où de temps en temps, l'INCa fait des grandes campagnes, on voit les affichages, et puis après, pouf, ça retombe en fin de compte, et on a l'impression qu'il n'y a pas de système un peu permanent pour laisser pas seulement au niveau, bien sûr, des gens concernés, les familles ou les patients, mais au niveau du grand public qui, comme Alexandra, n'a rien eu et qui pourtant y est allée. Vous voulez dire de communication sur l'existence de ces associations de exactement, patients et de pousser à ce qu'on les rejoigne ou que les gens sachent qu'il y a aussi des patients qui sont impliqués à leur niveau, donc même si je vais déplaire Monsieur Dufour en parlant de patients experts, mais des patients qui sont vraiment impliqués plus qu'en étant un simple malade. Non, je pense que le message que je veux donner, là j'en profite parce qu'il y a beaucoup d'associations de patients, mais c'est venez voir les soignants. C'est vrai que moi je suis oncologue depuis 5 ans, j'étais encore étudiant avant, on va dire, et j'ai jamais été contacté par une association de patients. Alors j'ai pas fait la démarche moi-même, mais je connaissais mal, je dois avouer. Mais n'hésitez pas à les contacter, les soignants, les oncologues, pour leur montrer ce que vous faites et ce que vous souhaiteriez d'eux. Est-ce qu'ils ont le temps quand même ? Parce qu'on est quand même dans une période où, budgétairement parlant, c'est pas évident, loin de là, donc c'est une pression de plus en plus forte. Est-ce que c'est pas aussi ça, les manques de moyens financiers ?
bon, vous abordez une question importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, les soignants, les oncologues doivent soigner leurs patients, effectivement, faire de l'enseignement, faire de la recherche, éventuellement avoir une vie de famille. C'est vrai que c'est compliqué de concilier tout ça dans un même temps. Mais bon, n'empêche que si des associations, des personnes viennent nous voir pour nous parler, ça peut déclencher ensuite des projets et puis des... Je pense à cet égard que le cancéropole peut jouer un rôle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut imaginer refragmenter et dire, on va organiser une sorte de séminaire dans lequel il y aura, par exemple, des jeunes cancérologues dynamiques qui ont envie de faire, mais l'offrir et puis mélanger le tout et faire une réunion entre des associations qui sont demandeurs et les oncologues. Une autre fois sur d'autres thèmes, une autre fois sur les aspects plus recherche. Alors je déborde parce que c'est vrai que c'est une action qui peut être réfléchie avec l'INCa par définition. Mais il y a à faire. C'est là que nous avons besoin. Je pense qu'une des conclusions, c'est de vous dire, vous avez assisté à ça. Quelle est votre position? Quel domaine sur lequel vous voulez intervenir? On y reviendra tout à l'heure. Oui. Dans un instant, j'aurais demandé quand même à Monsieur Le Tourneau si justement les associations à Curie ont leur place entre guillemets dans l'environnement quotidien de Curie. Alors je dis pas qu'elle était un bureau, mais à la limite pourquoi pas? Est-ce que ça sera envisageable ou c'est une question totalement stupide? Il me semble là qu'elles ont une place. Madame évoquait Octobre Rose et évoquait différentes manifestations et des réunions publiques qui sont organisées à l'Institut Curie sous un format mensuel, donc avec des médecins qui vont parler de certaines thématiques médicales. Donc oui, les associations de patients ont toute leur place. Il n'en reste pas moins que parmi l'ensemble des soignants, nous sommes peu finalement confrontés ou amenés à rencontrer ces associations de patients. C'est ponctuel. Une question de madame et puis après de madame. Oui, bonjour, Chloé Bengener, Institut National du Cancer. D'abord, je voulais remercier le Cancéropole Île-de-France et madame Gramin qui effectivement, qui est cachée là-bas, mais qui est partout en même temps. Pour cette très bonne initiative. D'abord parce que ça nourrit globalement la communauté cancer, institutions, professionnels de santé, associations sur les façons de collaborer ensemble. C'est valable aussi pour l'INCa parce qu'on partage, j'ai échangé avec madame Gramin sur ce point, pas mal des questions que vous vous posez. On essaye de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour faire vivre cette fameuse démocratie sanitaire, mais aussi la démocratie scientifique, parce que dans le champ de la cancérologie, recherche et soins sont très très liés. Et donc ces deux pans de démocratie sont intimement liés également. Et puis par ailleurs, ça peut aussi permettre de nourrir les autres cancéropoles. C'est-à-dire que les initiatives que vous prenez ici, on l'espère, elles nourriront aussi les 6 autres cancéropoles à travers le territoire, et notamment, monsieur, vous l'évoquez, si on fait des réunions régionales qui permettent de mettre en relation les médecins-chercheurs et les associations, effectivement, ce dispositif est réplicable dans les interrégions des autres cancéropoles. Donc voilà, je voulais vous remercier. Je retiens un certain nombre de points et d'idées, notamment pour l'INCa. Évidemment, la nécessité de travailler en amont au moment de la définition des protocoles de recherche. Et je pense à ce titre, nous, notre rôle à jouer, c'est de rapprocher les intergroupes coopérateurs. Alors là, on rentre dans des espèces de mots un peu techniques. Un peu technique, oui. Voilà. Alors, les intergroupes coopérateurs, en fait, ce sont des fédérations d'associations de médecins-chercheurs. L'objectif de l'INCa, c'est de, entre guillemets, les amener à se fédérer pour parvenir à des intergroupes assez solides qui puissent porter des études cliniques de grande envergure. Et effectivement, là, l'idée, c'est de rapprocher ces intergroupes coopérateurs des associations, et notamment des associations qui sont dédiées à telle ou telle pathologie, que ce soit en hémato, que ce soit dans les tumeurs solides. Évidemment, là, il y a des interactions qui se jouent, et là, très en amont dans la définition des protocoles de recherche. Je pense que nous, on a aussi un rôle à jouer, et peut-être certains d'entre vous ont participé à un colloque qui s'est tenu il y a quelques jours, organisé par l'INCa, sur la recherche interventionnelle. La recherche interventionnelle, c'est une modalité de recherche qui, justement, associe les chercheurs avec des acteurs de terrain, qui peuvent être des professionnels de santé non-chercheurs, mais qui peuvent être des travailleurs sociaux, et bien sûr qui peuvent être des associations de patients ou d'usagers, puisqu'on l'a évoqué, il y a les patients, mais il y a aussi tout un chacun citoyen préoccupé par les questions de santé. Et puis, bien sûr, il y a la question de la restitution des résultats de la recherche.
Et ce n'est pas une des moindres problématiques. On a évoqué tout à l'heure le registre des essais cliniques qui est mis à disposition sur le site internet de l'Institut, qui recense le plus possible les essais cliniques ouverts aux patients. Donc l'idée là, c'est que chacun puisse être le maximum au courant. Alors il faut qu'on fasse connaître ce registre, ça c'est un autre enjeu, mais il y a aussi à nourrir ce registre, pour qu'il soit accessible et compréhensible, et puis aussi peut-être, on l'espère à terme, pouvoir donner accès aux résultats. Bon, ça évidemment c'est à travailler avec les producteurs de recherche. Et puis j'ai entendu aussi la nécessité d'avoir des outils de dialogue avec les patients, qui peuvent être aussi des outils non écrits pour être le plus large possible. Alors c'est vrai qu'on l'a travaillé avec les associations dans le cadre de la formation sur le dépistage, et j'entends tout à fait que ce soit une piste de travail en ce qui concerne les questions de recherche. Alors je pense qu'il va falloir être très créatif pour expliquer la recherche en images, mais effectivement c'est un joli challenge. Et puis j'ai entendu aussi la nécessité de lutter peut-être contre des idées fausses. Effectivement, l'enquête que vous citez, Monsieur Navarro, nous montre que les gens pensent qu'en cancérologie, et c'est normal quand on n'est pas au courant, de penser que la recherche, traditionnellement, c'est un médicament contre un placebo. Effectivement, il faut qu'on fasse savoir que, évidemment, dans la cancérologie, ce n'est pas ce qui se passe, et qu'on ne laissera jamais quelqu'un sans traitement pour voir ce qui va se passer, parce que malheureusement, on sait à peu près ce qui va se passer. Et enfin, je reviendrai sur la question des outils numériques, on va dire. On a évoqué, monsieur, la question des tweet chats, et je pense qu'effectivement, on est un peu en train de tourner autour de ce concept, de pouvoir ouvrir via Twitter des temps de questions, notamment auprès de l'Institut. Et donc, voilà, il faut qu'on regarde plus précisément la façon dont vous vous êtes emparé de cet outil pour qu'on puisse s'inspirer de ce qui marche bien. Voilà, vous n'êtes pas venu pour rien aujourd'hui. Juste un tout petit mot. Professeur Navarro, M. Friedman, puis après une question de madame. J'ai effectivement assisté aux réunions INCA, en particulier sur la prévention primaire. Alors on pourrait se dire, là, la prévention primaire, donc la prévention, à la limite, justement, la prévention va éviter le cancer, donc les associations n'ont pas intérêt, ça ne l'intéresse pas. Je crois que c'est totalement faux, elles le savent très très bien. Et je pense qu'on ne peut pas envisager tout ce qui est autour du cancer sans qu'on essaye de faire jouer un rôle important à la prévention. Il n'y a qu'à voir ce que nous avons organisé dans le cadre du Cancéropole pour voir combien c'est suivi, éventuellement discuté, peu importe, c'est ça qui est important. Mais n'oublions pas la prévention dans notre vision des choses. Monsieur Friedman, vous voulez ajouter quelque chose, et après je passe la parole, madame. Oui, comme toute cette réunion touche au rôle du patient, je voulais mentionner que au mois de mai prochain, je crois, mars ou mai, il va se passer quelque chose d'extraordinaire aux États-Unis, à la Mayo Clinic, qui est un des grands centres médicaux aux États-Unis, un des grands centres d'innovation. Tous les ans, la chaire de médecine interne invite un professeur, un grand professeur, pour venir parler pendant une semaine. L'année prochaine, c'est mon ami e-patient Dave, qui est une personne qui a eu le cancer du rein et qui s'en est sorti parce qu'il a eu un très bon traitement, qui va avoir, pendant cette semaine, il est considéré comme le professeur de médecine interne à Mayo Clinic pendant une semaine, donc, avec le but de forcer la création d'une nouvelle science de l'engagement du patient, puisqu'on en parle tout le temps, mais on ne sait pas très bien quelles sont les conséquences, les bénéfices et peut-être les détriments. Question de madame. Alors en fait, non, je vais être très courte moi aussi, et je n'avais pas de questions pour tout vous dire. Je voulais juste me présenter très rapidement dans le cadre justement de ce dont vous parliez tous sur le fameux dialogue entre les médecins, les chercheurs et les patients. Moi, je suis directrice adjointe de la rédaction de Rose Magazine, et Rose Magazine participe très exactement de ce type de mise en relation. Je voulais justement remercier beaucoup tous les gens qui sont là. J'ai moi-même appris pas mal de choses et ça nous donnera des idées de sujets. Je voulais dire que quand on a créé Rose en 2011, nous sommes toutes journalistes et malades, anciennes malades ou proches de malades. On a été super bien accueillis. Rose est distribuée à 200 000 exemplaires dans tous les centres de cancérologie publique, directement des soignants aux patients. On est distribué aussi dans tous les CLCC. Et sans l'engagement des médecins, pour lesquels nous avons, d'une certaine manière, été un objet transitionnel. On est vraiment un outil de dialogue entre tous ces gens. Jamais nous n'existerions. Et on a été nous-mêmes extrêmement agréablement surprises de voir avec quel enthousiasme le corps médical nous avait accueillis en son sein, au sein même des hôpitaux, ce qui est évidemment pour nous une gageure, nous qui précisément n'étions pas à proprement parler des patients experts. Voilà. Justement, Christophe, pardon.
Alors, Christophe Le Tourneau, l'expérience de Rose Magazine à l'Institut Curie, c'est quelque chose qui est maintenant, qui est aujourd'hui non seulement intégré, j'imagine, mais un support indispensable. Oui, ça fait partie des journaux qu'on voit partout dans Curie et puis qu'on lit et que oui. Mais bon, vous soulignez un point très important. C'est vrai qu'on se rend compte finalement qu'à l'origine, les différents intervenants dans le domaine de la santé ont des objectifs parfois différents. Les industriels ont parfois une vision un peu comptable. Les scientifiques, eux, veulent soigner. Et puis finalement, il y a les patients qui, eux, veulent donner un sens à leur vie avec la maladie. Voilà. Et finalement, les trois objectifs ne sont pas forcément tout le temps les mêmes. Et même l'objectif du médecin n'est pas forcément celui du patient. Et c'est là où discuter ensemble, c'est vraiment très important pour que les médecins comprennent ce que veulent les patients, mais que les médecins aussi influent sur ce que font les scientifiques, éventuellement que les patients parlent également avec les industriels. L'effet domino, quoi, en clair. Ouais. Un peu. Alexandra Stam, aussi un peu en guise de conclusion, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience de plus en plus grande chez les jeunes du fléau qu'est le cancer et de la nécessité de s'impliquer plus, à votre avis, quand vous en parlez ? Oui, je pense qu'il y a une conscience collective qui grandit. Après, au niveau de l'implication, je ne sais pas. Mais je pense au niveau de la connaissance et de ce que ça peut toucher tout le monde et que ça arrive n'importe quand, à n'importe qui. Oui, c'est de plus en plus impactant dans la société. Oui. Merci Alexandra, merci Christophe Le Tourneau. Professeur Navarro, le mot de la fin, il est pour vous. Vous retenez de tout ça. C'est pas un mot de la fin, c'est plutôt un mot du début. Oui. Parce que, mais dans le micro. Voilà, oui, dans le micro. Ce qu'on voudrait, c'est que la réunion d'aujourd'hui, moi j'ai trouvé très riche, avec tous ces apports extrêmement importants, ne soit pas une fin en soi. Ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Donc qu'est-ce que nous pouvons, nous, en l'occurrence Cancéropole Île-de-France, faire pour vous. Et du coup, je me demande si une des choses les plus simples pour tous ceux qui ont assisté ici, c'est de nous écrire. Alors peut-être qu'avec Pascal Gramin, on pourrait envisager d'envoyer par mail quelque chose de structuré pour vous demander un certain nombre de points. Alors les points, ils sont de nature différente, mais c'est pour arriver et progresser. Est-ce que vous avez déjà l'idée que quelques-uns d'entre vous peuvent nous représenter l'ensemble et participer, comme l'a dit tout à l'heure Pierre-Laurent Puig, au conseil scientifique et serait en quelque sorte désigné par les autres avec leur accord? Est-ce que vous avez envie qu'on organise des colloques plus spécifiques? On parlait tout à l'heure de réunir les médecins cancérologues de la région Île-de-France et puis faire parler les associations. Est-ce que vous souhaitez qu'on sensibilise à la recherche clinique et qu'on explique plus spécifiquement comment le médecin lui-même doit se comporter par rapport à la recherche clinique? Enfin, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées aujourd'hui. Il ne faut surtout pas qu'elles restent sans réponse. Donc, ce qu'on attend de vous maintenant, c'est de savoir, là, on est à votre service. Hein, et qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous souhaitez? Comment vous envisagez la communication entre vous? Par notre effet, tout est ouvert. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est avoir cette vision. Et en tout cas, merci d'y avoir participé de façon très importante et je dirais très emballante, excusez-moi le terme, c'est tout à fait ça. Et donc, nous, on ne doit pas rester sur une bonne impression et puis c'est une politesse de salon et puis ça serait arrêté là, ce serait un désastre. Merci encore. On vous a entendu, merci, professeur Navarro.